c'est un livre qui a existé dans plusieurs éditions en espagnol, et qui pour la première fois est traduit au français, et son auteur, Federica Montseny, ne l'aura jamais vu évidemment en français. Ça, c'est un gros paradoxe quand même. Il aurait dû être traduit depuis longtemps parce que ça devait pouvoir intéresser beaucoup de gens. Donc c'est un recueil de témoignages, de très nombreux témoignages d'hommes et de femmes qui ont vécu l'exil espagnol et qui ont vécu la résistance. Et c'est en ça qu'il est extrêmement intéressant, parce que ces témoignages datent de 49, c'est-à-dire 4 ans après la fin de la guerre, 5 ans après la libération du territoire. Et donc c'est assez frais encore dans l'esprit de ces gens, qui sont tous des gens très simples. Donc Federica Montseny n'a fait qu'assembler un peu, faire attention au vocabulaire, mais c'est pur sucre, quoi. C'est vraiment ceux qui ont vécu, qui sont restés on pourrait dire des héros. On a l'habitude de dire des héros à la fin de la résistance, de guerre, etc. Mais ils avaient l'air de s'en foutre, et c'est assez magnifique, quoi. Voilà. Donc c'était très utile, je crois, de le faire lire à des francophones. Alors Federica Montseny était déjà une grande figure militante, surtout dans le domaine de la culture. Hein. Elle a commencé à écrire très très tôt, à 17 ou 18 ans. Elle était fille d'anarchistes lettrés, qui eux aussi avaient comme marotte politique et philosophique d'éduquer, de donner les armes de l'éducation au maximum, parce qu'ils pensaient que l'éducation était émancipatrice, ce en quoi je suis parfaitement d'accord. Et donc ce sont des précurseurs en fait de ça. Et elle, naturellement, elle a commencé à écrire des petits romans populaires, mais dans lesquels évidemment elle instillait la vie des gens les plus fragiles de la société, un petit peu comment on pouvait déjà parler un petit peu d'amour libre, c'est-à-dire dans une Espagne féodale, c'était pas uniquement l'amour libre, c'était surtout la difficulté pour les femmes, par exemple, de vivre. C'est pas tout à fait fini, mais à l'époque, tu imagines. Hein. Et donc, c'était sa marotte. Elle est devenue une figure importante du mouvement libertaire et de la CNT. Arrive la guerre. Et au bout de les anarchistes dans la région de Barcelone sont évidemment extrêmement incontournables. C'est une grosse force. Pas une force militaire, mais il se trouve qu'il y a la guerre, donc les milices se remplissent d'anarchistes, d'hommes et de femmes. Et elle, on lui demande de rentrer au gouvernement. Et ça fait un gros débat. Ça en a fait encore un plus gros après la guerre. Mais déjà à l'époque. Et elle n'y va. Ça, on lui a beaucoup reproché d'avoir accepté d'être ministre, mais elle a rappelé finement, dans les années 40 qui ont suivi la libération, elle a dit « Je n'y suis pas allé spontanément. Il y a eu une grosse discussion au sein de la CNT, et on m'a dit « Tu ne peux pas ne pas y aller ». Parce qu'à ce moment-là, il y avait une peur pour la CNT de perdre sa capacité d'acteur dans la République et dans la guerre, parce que le Parti communiste commençait à monter. C'est des guerres internes qui font que... Donc il y a eu 4 ministres anarchistes, et elle a eu le ministère de la Santé, et c'était la première fois qu'une ministre d'une république était une femme dans le monde. Donc c'est un paradoxe marrant, quoi. C'est une anarchiste qui devient ministre, et en plus elle est la seule ministre de l'époque. Mais elle a au moins... Elle est restée ministre très peu de mois, en fait. Hein. Il y a eu une crise gouvernementale, on a viré les ministres, et ça a été le déclin de la puissance de la CNT. Le Parti communiste stalinien a fait ce qu'il fallait. Mais pendant ces mois-là, elle a permis à la Catalogne d'avoir le premier statut au monde aussi de l'avortement libre. Ça, c'est assez inouï. On le doit à cette bonne femme. Qui, elle, ne pouvait pas le faire dans son ministère national, parce qu'il y avait ça quand même, il y avait des républicains de droite. Hein. Et puis les autres n'étaient pas vraiment pour. On était quand même toujours dans une Espagne féodale. Et donc cette femme, elle a dit à sa correspondante catalane, elle a dit « Toi, vas-y, à mon avis, en Catalogne, c'est possible ». Et voilà, donc ne serait-ce que pour ça, j'ai évidemment été très touché quand les copains ont dit il faut traduire ce bouquin. Alors moi j'avais aussi dans la tête, comme beaucoup de compagnons et de compagnes, j'avais un ministre. Et en fait j'ai un peu compris d'autres choses. Nous, avec notre recul, évidemment, on est pur et dur, et
et on critique les vieux compagnons, mais c'était une période terrible. Et elle a été, je crois, 4 mois ministre. Mais pendant les 4 mois, elle a fait des choses intéressantes. Voilà, donc ça valait le coup. Et en plus, là, ce n'est pas un livre de Federica Montseny. Elle est l'artisane, mais merveilleuse, de tous ces témoignages de gens obscurs, très discrets, n'osant pas envoyer une lettre. Et elle a dit, si, envoyez tous ceux qui ont vécu quelque chose. Dites-nous comment vous l'avez vécu, ce que vous pensez, ce que vous avez rencontré, comment vous ont accueilli les Français, parce que chacun a une histoire. Voilà. Et c'est cette histoire qui est dans ce livre. Son objectif à elle, c'était fixer de la mémoire. Dire, on nous a traités comme des chiens dans les camps, etc., mais je vais dire ce qu'ont été quand même ces espingouins, ces étrangers, ces pauvres airs, ces dangereux bandits, etc., comme il y avait des manchettes de journaux comme ça, l'Indépendant par exemple de Perpignan. Et elle voulait, d'ailleurs dans son livre il y a des dithyrambes littéraires où elle revient tout le temps sur la noblesse cachée, la grandeur inégalée. Elle a des termes comme ça pour ces gens qui lui ont tapé dans l'œil, quoi. Cette femme qui était un peu une grosse bourgeoise, elle a vu ces gens-là, elle a lu. Elle dit qu'elle a reçu des milliers de lettres. Et ensuite, des gens sont venus lui parler. Alors elle notait ce qu'ils lui disaient. Elle les questionnait, elle les interviewait, un peu comme ce que tu es en train de faire là, tu vois. Sauf qu'elle découvrait des facettes ignorées de sa propre histoire, dont elle avait été un peu actrice. Et donc, elle voulait faire mémoire, fixer la mémoire. Et ça a été un gros succès. Ça a été d'abord diffusé comme en feuilleton dans les journaux de la presse confédérale. Et puis, un certain temps après, je ne sais pas, 1 an, 2 ans, ils ont décidé d'en faire un bouquin en espagnol. Ça se passe début des années 50. Et puis en 69, il y a une réédition, moi je suis parti de celle-là, une réédition parce qu'il y avait une demande, mais toujours en espagnol. Donc c'était toujours pour la diaspora, en fait, qui était évidemment très nombreuse. Et là, maintenant, elle est beaucoup moins nombreuse. Le temps a fait son œuvre. Les enfants et les petits-enfants ne parlent pas toujours ni espagnol, ni catalan, ni basque. Ils parlent le français, ils sont là. Moi, ça a été ma première langue aussi. Hein. Et donc, ça nous a semblé très utile de raconter cette histoire qui est maintenant une vieille histoire, évidemment. Mais c'est une histoire d'espoir, quoi. Voilà. Oui, je croyais savoir des choses. J'ai découvert beaucoup de choses. Je te cache pas que, je le dis là comme ça, je fais un attentat à ma propre pudeur. J'ai pleuré en lisant des témoignages. Et en les retranscrivant ensuite en français, en cherchant les mots, j'ai pleuré parce qu'il y a de la douleur. Hein. Il y a de la douleur là-dedans. Il y a beaucoup de douleur. Mais il y a aussi beaucoup d'espoir. Parce que ces gens étaient des gens durs, persuadés qu'ils avaient raison, qu'ils portaient l'espoir de demain. Alors, ils se sont battus contre les Allemands, contre les miliciens. Énormément sont morts. Hein. Dans tous les maquis où il y avait des Espagnols, il y a eu beaucoup de morts. Pourquoi ? Parce que les Espagnols, c'était des fadas. Ils avaient fait la guerre, ils l'avaient perdue, et là, ils prenaient une revanche sur les Allemands qui avaient aidé Franco. Donc, ils y allaient, même les Français les regardaient un peu effrayés, se disant, mais il y a des mitrailleuses en face. Donc, il y a eu quand même beaucoup de morts. D'ailleurs, les monuments de France, il y a beaucoup de noms espingouins.